Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir une consoeur, on va dire, puisqu'on a un parcours commun dans la fonction publique. Donc, bonjour Ludivine Périnel. Bonjour Ludivine. Bonjour Stéphanie. Pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer les personnes qui sont en train de réfléchir à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi pour rassurer les personnes qui sont sur le début du parcours, on va dire dans les 3 premières années, puisqu'on sait que c'est au bout des 3 ans qu'on sait on arrive à savoir la viabilité de l'entreprise. Donc, toutes ces interviews ont pour objectif de voir aussi un panel de métiers. Donc, Ludivine a un métier que je n'ai pas encore interviewé, donc je suis super contente. Et puis de voir le cheminement qui a fait qu'elle a quitté le confort du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat avec toutes ces incertitudes, etc., etc. Donc, Ludivine, toi, tu as été dans la fonction publique jusqu'à présent, jusqu'à un an, il y a un an et demi, c'est ça à peu près? Pas C'est ça, tout à fait. Et jusqu'octobre 2021. jusqu'au top 2021. Et tu avais des métiers orientés toujours sur le développement des entreprises, l'attractivité des territoires. Et finalement, à un moment, tu as décidé de basculer dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vas nous expliquer ça pour finalement faire ce que tu faisais dans ces postes-là, mais de manière à toucher des entreprises qui deviennent tes clientes et non pas des usagers comme dans la fonction publique. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, ouais, tout Ok. à fait. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter plus que ce que je viens de le faire et surtout nous parler des activités que tu as développées, des services que tu rends pour les entreprises et autres? Avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Ludivine Périnel. Moi, je suis basée près de Nantes, dans l'ouest de la France. Et effectivement, j'ai fêté ma première bougie d'entreprise début janvier. Donc, j'ai fondé la société Vostra, qui a été mise en activité le 3 janvier 2022, pardon. Et du coup, qui est une société de conseil qui permet d'accompagner des entreprises, alors sont soit en phase de création d'entreprise, donc des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, des dirigeants de TPE-PME, mais je garde aussi du coup la cible des décideurs publics, managers, directeurs, élus, parce qu'en fait, je vois que les outils correspondent aux deux cibles. Et l'idée, c'est vraiment de venir clarifier finalement le projet. Je veux lancer un nouveau projet, un nouveau produit, un nouveau service. Je veux du coup retravailler une politique publique. Ben, c'est un peu la même chose finalement. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir affiner, structurer et voir comment les choses se clarifient pour poser la trajectoire, définir le plan d'action, définir le business model ou voilà, travailler l'organisation de l'entreprise, travailler voilà le financement, identifier des aides publiques qui sont mobilisables, qui peuvent venir sécuriser le projet. Donc en gros, moi je viens un peu comme prêter mon cerveau, mettre à disposition mes outils sur des projets qui peuvent être différents, mais qui ont besoin d'être voilà structurés, sécurisés pour être réussis dans la durée. Donc, si je me rappelle bien, tu as dit en fait que tu leur faisais d'abord travailler la vision Oui. et ensuite tu déclines le plan d'action. Est-ce que toi, c'est un processus que tu as fait de faire ta vision pour quitter la fonction publique et devenir entrepreneuse? Bah exactement, en fait, moi j'ai même travaillé mes valeurs. Alors, et c'est ce que je propose à mes clients, c'est voilà, quelles sont les valeurs qui sont derrière. Quelle est la vision? En fait, moi, si tu veux, je pars du principe que dans tout mon parcours, puisque ça fait 20 ans que j'accompagne des dirigeants d'entreprise, des décideurs publics, et finalement, mon quotidien, il était très différent, et il l'est toujours d'ailleurs, en fonction des sujets, en fonction des personnes. Et il y a autant de stratégies que de dirigeants, il y a autant de projets que de personnes, en fait, et derrière chaque décideur, bah, il y a un être humain. Et bah, cet être humain, il est guidé par ses valeurs, par ses envies, ses besoins, sa vision. Et de venir clarifier ça, ça permet vraiment de poser déjà les fondations en fait solides sur lesquelles on va construire la maison derrière, quoi. Mm. Mm. Ça me parle beaucoup parce que en tant que coach, évidemment, on travaille la vision, les valeurs et tout ça. Et moi, je le décline en euh, quelle identité vous devez acquérir pour pouvoir construire cette vision. Parce que souvent, les gens, je suppose que tu l'as vécu et que tu le vis avec tes clients, ils s'arrêtent à tel que je suis moi maintenant, à ce jour, à cette heure. Voilà ce que je pense que je peux construire. Et souvent, quand ils s'autorisent à voir la vision, ils peuvent se dire, ouais, mais si je veux la construire telle que je la vois là, il faut que commence à devenir quelqu'un d'autre. Et du coup, le plan d'action, il est aussi pour changer l'identité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu constates, toi, dans tes accompagnements et de ce que tu as vécu, toi? C'est vrai que moi je le travaille pas tout à fait de cette manière parce qu'on est plus sur un projet plus que sur l'identité de la personne. D'accord. Et c'est plutôt donc je dis plutôt sur le projet et je réfléchis aussi par rapport finalement aux besoins des clients. C'est-à-dire, du coup, il y a des fois des lancements d'entreprise et puis le dirigeant, il vient avec ses envies, son projet en disant c'est une super idée.
Et c'est comment je l'aide aussi à tester que l'idée, elle est viable, parce que Mm. ça répond à un besoin du marché, parce que les gens sont prêts à payer ce prix-là, et puis de venir un peu affiner. Donc moi, je le travaille plutôt comme ça, avec une posture itérative, et en les alertant aussi sur l'enjeu de passer de salarié à dirigeant, et du Mm. coup, comment on acquiert une posture, et en leur disant, bah voilà, il va y avoir une évolution, qu'il est important de savoir, des cycles, voilà, et du coup, c'est une aventure qui commence, plus un marathon qu'un sprint, Mm. pour les préparer aussi à ça. Mais du coup, je pense qu'on est assez complémentaires Ouais, oui, il y a des sur choses qui se l'approche. ressemblent. Mm. On va revenir maintenant à toi et ton parcours. Donc, 3 janvier 2022, création de ton entreprise, mais ça avait commencé en 2021 avec Mm. le cheminement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton processus, ta réflexion pour te dire à un moment, il faut que je passe à autre chose, il faut que je quitte le salariat. Est-ce que ça s'est formalisé comme ça déjà dans ta tête? Alors moi, ça s'est produit, j'ai eu comme des petits signes après le confinement, en fait, en 2020. Ok. Alors c'est vrai que j'ai eu 40 ans, il y a eu le confinement, donc je pense que c'était comme des déclics, en fait, où j'ai senti ouais, des petits signaux, je pense que c'était pas perceptible. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe, j'ai besoin de me poser, de réfléchir un peu à ce qui se passe, en fait. Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je rouvre? Est-ce que je fais autre chose, etc. Donc là, je me suis fait, moi, accompagner pour poser les choses. Alors, c'était pas stricto sensu un bilan de compétences. Et puis, bah, chemin faisant, bah, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait des choses sur lesquelles j'avais fait le tour, moi, dans mon métier, parce qu'il y avait eu des évolutions de contexte, de politique publique, beaucoup de réformes, en fait, de la fonction publique territoriale. Et puis, aussi, je pense bah, voilà, en mûrissant, en vieillissant, bah, j'avais clarifié, moi, mes valeurs, ma vision, et j'avais besoin de faire ce qui me plaisait le plus, mais avec ma vision, mes valeurs, pour mon propre compte. Et donc, ce qui est apparu, bah, c'était l'entrepreneuriat. Et après, bah, du coup, j'ai pris le temps de structurer l'offre de service, de travailler le modèle économique, la forme juridique, enfin, voilà. Et puis de sécuriser aussi la structure que je quittais pour que ça se passe bien pour les équipes et puis pour les élus. Donc, en fait, moi, ma réflexion, elle a pris presque 1 an et demi, finalement, pour, finalement, stabiliser tout ça. Ce qui m'a permis, quand j'ai quitté mon poste et puis mon statut, de créer très rapidement. Et c'est vrai que ça, c'est presque un conseil que je donne aussi à d'autres personnes, de se dire, ben, c'est un peu de travail de faire les deux en parallèle, mais ça vient vraiment sécuriser finalement le lancement. Et puis l'année dernière, finalement, dans la phase de démarrage, j'avais besoin, moi, de passer à l'action, de tester si mon offre, mon positionnement répondait Un voilà, besoin. ma clientèle, s'il y avait un marché aussi, hein. Et du coup, c'est une posture assez itérative, moi, je trouve, de pouvoir prendre ses marques. C'est là où tu citais les 3 ans, je suis assez d'accord parce qu'il y a quand même une montée en puissance du Mm. chiffre d'affaires. Il faut pouvoir prospecter, il faut faire connaître son offre et son service, et ça prend du temps. Et donc, plus on a anticipé finalement toute la réflexion avant de quitter son poste, plus ça vient sécuriser financièrement aussi et techniquement le lancement de l'entreprise, à mon sens. Donc, j'étais un peu voulu d'être diesel. Après, voilà, il fallait que je passe à l'action, mais ça demandait un peu de temps dans mon cas, ouais. Ok, alors je vais relativiser parce qu'une des dernières interviews que j'ai fait, la personne avait mis 8 ans à faire le cheminement. Oui, Donc ça tranquille, va. 1 an et demi, c'est bon, c'est bon. Ce qui m'est venu quand je t'écoute, c'est comment tu as réussi à gérer le fait de faire les deux en parallèle? Est-ce que tu as quand même diminué ton temps de travail de salarié? Parce que faire un accompagnement, alors tu dis que c'est une sorte de bilan de compétences, accompagnement, coaching, enfin il y a plein de choses dedans de ce que tu m'avais dit, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la charge mentale, alors que tu avais aussi un métier de directrice, donc avec du management, les responsabilités financières, enfin tout ce qui est derrière. Donc comment tu as fait pour gérer les deux? Eh ben en fait, sur la partie 2020, là, quand j'avais besoin de me poser, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me recevoir le samedi matin. Donc j'y allais, voilà, le week-end, et quand il y avait des exercices à faire, ben, je les faisais, voilà, le soir ou le week-end. Et après, l'année suivante, ben, j'avais un compte épargne-temps, donc j'avais, je crois, 20 jours de côté. Donc c'est vrai que par contre, c'était du temps bah, de congé que je passais sur le projet de l'entreprise, aussi pour commencer à rencontrer des gens et tout. Et après, moi, je dis merci au digital. Je trouve qu'on est dans un moment où finalement, on peut faire des formations digitalisées de chez soi le soir et tout. Mm. Donc moi, ça a été mon choix. C'est-à-dire que j'ai fait comme ça. C'est là où c'était un peu dense finalement de travailler les deux, Ouais. mais où moi, ça m'a permis d'avancer de manière un peu diesel. Et je crois que c'est mon mode de fonctionnement.
pour mûrir. Par contre, je me suis dit très rapidement, quand un peu le verdict est tombé en décembre 2020, je me suis dit, si je me mets pas de garde-fou, finalement, il est possible que je bouge pas. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je sois comme un plan d'action, en me donnant des objectifs, peut-être en prenant des gens qui peuvent m'accompagner ou en me confrontant un peu au regard de, voilà, dirigeants d'entreprise que je pourrais. Donc je suis vraiment passée à l'action sur mes jours de congé, ouais. Mm. D'accord. Ça veut dire que tu as aussi annoncé à ton travail que tu allais quitter à terme ou ça, tu l'as laissé savoir le plus tard possible? Ça, j'ai commencé à en parler, je crois que c'était en avril ou mai, avril, je crois, 2021. Et c'est vrai qu'avant, du coup, moi, j'ai dû me faire accompagner, mais en payant sur mes deniers personnels. Parce que, bah, du coup, en tant que salarié, j'avais pas le droit aux accompagnements à la création d'entreprises, qui peuvent être offerts aux demandeurs d'emploi. Mais je pense que, comme j'ai senti que c'était important pour moi, en fait, progressivement, je suis passée par différentes émotions. Il y a eu un peu le questionnement sur 2020 en disant bah qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce que donc de l'envie de se poser, ça je pense que j'ai bien fait avec un regard extérieur pour voilà vraiment venir m'offrir un processus, me challenger et puis me donner un regard extérieur. Et ça je pense que ça a été vraiment super utile parce que tout seul je pense que j'aurais pas avancé comme ça. Et puis L'annonce à ton emploi, tu l'as fait donc en avril 2021. ouais, j'avais besoin, je pense. Après, du coup, j'ai eu peur. Je pense que j'ai eu peur et puis du coup, j'avais besoin d'aller travailler un peu mes peurs. Et du coup, j'avais besoin je pense, de stabiliser un peu ce que je voulais faire, mon positionnement. Et donc là, j'avais pris quelqu'un qui pouvait m'aider sur la clarification de mon modèle économique, de mon offre de service. Et D'accord. j'ai pris ce temps-là avant d'en parler à mon employeur. Et je pense que c'était utile parce que je me dis d'arriver comme ça en disant, tiens, je vais créer une entreprise, mais je sais pas trop de quoi. Je me dis, ça aurait pu faire peur. Mm. Et moi, j'ai plutôt voulu travailler un peu avant, être sûre de mon choix et de mon orientation avant d'en parler, quoi. Et puis après, en tant que fonctionnaire, j'avais aussi j'ai un devoir de réserve, hein, tu vois, différentes choses, ce qui fait que je pouvais pas trop m'ouvrir à l'extérieur. Donc j'ai attendu que ce soit annoncé, et je pense que je l'ai communiqué plus à partir de l'été 2021, à l'extérieur. D'accord. D'accord. Et après, tu as vraiment quitté en octobre, c'est ça, je me rappelle? Fin octobre 2021, ouais, En tout octobre à fait. 2021. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, on sait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui se posent la question de quitter. Tu aurais pu choisir la modalité de la mise en disponibilité. Et je me rappelle de la discussion qu'on a eue et j'aimerais bien que tu en parles. Pourquoi tu n'as Mm. pas fait le choix d'être en disponibilité, c'est-à-dire d'avoir un plan B quand même? Alors effectivement, moi ce qui m'est revenu, moi la grande chance que j'ai en fait, c'est que comme j'ai accompagné beaucoup de dirigeants, c'est comme si, en fait, il y avait plein de choses qui me sont revenues quand j'ai créé mon entreprise, mais même maintenant encore, des conseils, des expériences, des situations qui me reviennent. Et ce qui m'est revenu, c'était un dirigeant qui m'avait dit, voilà, qui avait comme ça changé un peu de vie professionnelle à plusieurs moments, et qui m'a dit, moi, à chaque fois, j'ai quitté parce que pour réussir, il faut pas pouvoir revenir. Et en gros, son message, c'était de dire, bah, il faut démissionner d'un CDI, mais il faut aussi quitter la fonction publique, parce que inconsciemment, on se met pas dans les mêmes dispositions pour réussir. Et je pense que c'était un très bon conseil parce que ce qui s'est passé, c'est que en fait, chacun, en fait, quand on parle de son projet de création, met ses représentations, en fait. Et du coup, j'ai pu rencontrer des gens qui avaient beaucoup de peur ou beaucoup de trucs. Et je me rappelle d'un déjeuner juste après avoir quitté mon poste où justement, je déjeune avec deux personnes qui me mettent toutes les peurs en disant les indépendants, c'est difficile. Je suis sortie de là, les jambes coupées, et je pense qu'on m'aurait proposé de revenir, j'y serais retournée. Alors que le fait de pas pouvoir y aller, bah, du coup, finalement, je pense que je mets toutes les chances de mon côté pour réussir et que voilà, je trace devant en fait. Et j'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit effectivement, voilà, je pense que c'est On peut pas être écartelé, en fait. ouais. Et puis Alors, qu'on se met pas les mêmes chances, oui. on n'a pas la même persévérance. Et ça, c'est une des clés de succès des entrepreneurs aussi. C'est Mm, la persévérance, c'est le fait de foncer, de croire en ce qu'on peut proposer, ses compétences, son produit, son service. mm, Et ça, c'est hyper important parce que finalement, il y a plein d'obstacles. Et oui. du coup, si on peut revenir, je pense que du coup, on n'a pas la même endurance. Oui, on est dans un engagement moindre parce qu'on sait Mm, que au pire, j'ai laissé un pied dans la porte et je peux avoir juste à la repousser pour re-rentrer. mm, Voilà, je trouve que c'est très intéressant parce que souvent, les gens se projettent avec leur peur et se disent, il me faut un plan B. Alors, c'est super d'avoir un plan B, mais le plan B, il n'est pas forcément de retourner dans un CDI, de retourner dans la fonction publique, etc. Et quand mm. toi, tu as cette démarche-là, moi, ce que j'entends, c'est de toute façon,
je réussis ou je réussis, quoi. Bah Dans, oui, c'est ça. En dans ta fait, tête, c'est moi, clair. ouais. Voilà. Et ça, je Et trouve, d'ailleurs, c'est mon positionnement, c'est moi j'aide les entrepreneurs à décider et à réussir leur projet. Et je me l'auto-applique un peu, quoi. ça veut dire que tu ne laisses pas le choix ni à toi ni aux dirigeants que tu accompagnes de réussir. Tu les mets dans cette dynamique-là. Ouais, c'est ça, je me dis que c'est voilà, c'est l'orientation qu'on prend. C'est comment on se donne les chances de réussir. Tout à l'heure, tu as parlé qu'on sait qu'il y a des obstacles. Quels sont les obstacles que tu as dû surmonter dans les premières semaines, premiers mois, cette première année? Euh, alors moi je dirais que moi j'ai été bien entourée en fait. Donc j'ai pas eu l'obstacle de cet obstacle-là que certains peuvent rencontrer. Euh, L'obstacle que j'ai vu, moi, c'est plus finalement de me dire comment je clarifie mon positionnement et mon offre de service et comment je suis comprise des autres. Alors surtout sur un métier de conseil qui est un peu immatériel. Mm. Et du coup, moi, mon principal obstacle finalement, ça a été, j'ai eu l'impression d'être la jeune diplômée qui devait reprouver sa compétence avec en fait un prisme où parfois soit mon passé fonction publique, soit mon genre, le fait d'être une femme je le voyais susciter des réactions en face. Ce à quoi je ne m'attendais absolument pas. Je me suis pas du tout attendue à ce que le fait d'être une femme ou le fait d'avoir un passé dans la fonction publique puisse être vu d'une manière un peu à me porter préjudice. Alors il y a des gens qui m'ont pas du tout dit ça, qui ont vu ce que je pouvais proposer. Ok. Et puis j'ai vu que chez certains, ça pouvait susciter ça. Donc j'ai eu besoin finalement de me dire, bah, je lâche le fait de devoir plaire à tout le monde et que mon offre de service elle convient à tout le monde, c'est comment finalement je clarifie à qui je peux être utile et comment finalement ces gens-là ils arrivent à se dire tiens il y a Ludivine là qui lance sa société et qui peut arriver au bon moment pour nous quoi. Donc Donc, c'est ça mon part du principal obstacle principe, ça a été ça. Ouais. ouais. Donc, ça part du principe que plus ton offre sera et claire et avec un public qui peut s'identifier clairement à elle, alors ça sera les bonnes personnes et ils vont s'asseoir sur le fait que tu es une femme, que tu as été fonctionnaire. C'est ça, en fait. C'est la clarté de ton offre qui aide à ce que... Ouais, mais c'est aussi je pense ma posture. Moi j'ai beaucoup Ok, travaillé ma posture et mon état d'esprit. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est 90 ou 95% des chances de réussite d'une entreprise, finalement, de travailler ça. En fait, il y a vraiment le passage de salarié ou de fonctionnaire à celle de chef d'entreprise. Et du coup, on a beau avoir envie et tout, ben, mine de rien, c'est assez challengeant de créer son entreprise. C'est-à-dire, autant quand on représente une structure, bah, il y a le filtre de la structure. Là, finalement, c'est son bébé, c'est sa personnalité, c'est ses compétences qu'on vend. Et quand il y a un nom, quand il y a quelqu'un comme ça qui ne voit pas forcément, ça touche un peu plus et c'est un peu plus challengeant que sur un poste de salarié. Moi, j'ai trouvé en tous les cas. ouais. Et de pouvoir regarder ça d'une manière un peu, bah, de dire, OK, voilà ce qui se passe. Et puis en plus, il y a le cycle émotionnel hein, de l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on est tout en haut, il y a des moments où on est tout en bas. Donc ça, moi, je le savais, donc je l'ai vécu. Et de se dire, bon, ok, c'est ça qui se passe, comme mon fameux déjeuner là, où du coup, j'avais toutes les peurs et je ressors les jambes coupées. Je me suis dit, voir qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis du coup, je me suis dit, bon, alors la prochaine fois, qu'est-ce que je leur dis? Là, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois pour finalement soit ne pas me retrouver dans une situation comme ça, soit avoir des arguments qui soient un peu plus, de pas être la petite enfant là face à qui, voilà, Donc en fait, j'ai pas mal regardé ça et puis je me suis toujours comme un peu challenger en me disant qu'est-ce que mes clients pensent de mon offre de service? Est-ce que là, ce que je propose, c'est bien, c'est pas bien? Comment je m'adapte en fait aux attentes des clients? Et puis comment je reclarifie mon offre? En fait, au début, je me suis aperçue que finalement, comme je voulais bien faire, j'avais des offres de service assez étoffées, comme si je voulais résoudre tous les problèmes du client en face. Sauf que bah du coup, le prix était aussi en conséquence. Et du coup, j'ai revu mon offre de service en essayant de voir vraiment quel était le premier besoin du client, son besoin essentiel, et comment moi je pouvais y répondre d'une manière assez efficace pour que finalement, en termes de réponse à un besoin, puis en termes de proposition de prix, ça puisse correspondre en fait. Et je pense qu'il faut voilà, vraiment rester les yeux grands ouverts, voir un peu comment le marché évolue, quelles sont les attentes des clients, et adapter le positionnement assez rapidement. Donc il a fallu aussi que je teste ça et que j'adapte ça. Donc là, ça veut dire aussi que tu as étoffé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ton état d'esprit pour pouvoir avoir cette ouverture d'esprit. Quand tu as dit que pour toi, l'état d'esprit, c'est 80-90% de la réussite, c'est vrai, c'est prouvé par des études. Moi, je me suis spécialisée dans les recherches de la chercheuse Carol Dweck, je sais pas si tu connais, DWECK, et en fait, qui, au bout de 20 ans, je crois, de recherche, elle a mis sur le grill
tout plein de critères de la réussite, ton environnement, ton éducation, tes revenus, ton pays éventuellement. Et en fait, il n'y a qu'un seul critère, un seul qui explique 80% de la réussite d'une personne, quel que soit le domaine, c'est l'état d'esprit. Soit tu as un état d'esprit dit de croissance, et visiblement tu l'as, soit c'est un état d'esprit fixe. Il n'y en a que deux, en fait, c'est super simple. Mais c'est ça qui te dit, selon les caractéristiques que tu as, bah oui, la réussite, elle va être beaucoup plus facile, fluide et sereine que si tu as l'autre état d'esprit où tu peux quand même réussir, c'est pas la question. Mais par contre, tu arrêtes de ramer, tu es sur le sable, quoi, tu vois. Donc bravo pour cette analyse. Je vais revenir sur ce que tu as dit, les hauts et bas émotionnels de l'entrepreneuriat qui ont quasiment rien à voir avec le fonctionnement en salariat. Même si on a des postes à haut niveau dans le salariat, c'est pas la question. Comment toi, tu les as gérés, ces hauts et bas émotionnels, et comment tu continues à les gérer, parce que j'imagine qu'il y en a encore. En fait, j'ai essayé finalement d'ouvrir aussi mon champ de réflexion. Je me rappelle de gens, parce qu'en fait, par exemple, quand on démarche, on peut avoir un nom où il y a des gens qui ne rappellent pas. Et donc je me suis dit, bon, alors la personne, elle m'a pas rappelé, pourtant, voilà. Et je me suis dit, bah peut-être qu'elle a eu un souci, donc je retentais. Et puis là, effectivement, la personne décrochait, et puis du coup, ça se passait bien. Donc c'est de pas m'arrêter à un premier obstacle voilà. Et puis, moi, je me suis formée, un de mes garde-fous, là, justement, sur 2021. J'ai vu passer une formation sur la programmation neurolinguistique. Et je sais pas, je l'ai prise. Et en fait, ça a été vraiment un super outil pour moi pour travailler, du coup, différentes choses pour regarder mes croyances, regarder mes peurs. Et puis aussi travailler comment je prépare une réunion importante. Parce qu'il y a des outils en PNL sur l'ancrage, sur du coup la préparation mentale, etc. C'est vraiment de comment on reproduit l'excellence, en fait, la PNL. Ouais. Comment on se met dans les meilleures dispositions. Donc ça allait très bien avec l'état d'esprit. Et puis, du coup, je pense que c'est des outils qui m'ont vraiment, comme un peu une écologie personnelle, qui ont pu me... Après, moi, j'étais bien entourée, et ça, je trouve que l'environnement, c'est important de pouvoir avoir des sas où on peut poser les choses, alors soit auprès d'autres entrepreneurs, soit auprès de sa famille. Et moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être quand même très bien soutenue dans ça. Et de pouvoir, à un moment, poser les choses et venir clarifier ce qui s'est passé ou trouver des solutions à plusieurs, ça accélère, quoi, je trouve, Ouais. le fait que le spectre, il diminue, quoi. Ok. L'amplitude diminue. Ouais, ça c'est ce que j'appelle le camp de base, avoir la notion de sur qui je peux m'appuyer en fonction de ce que je vis. C'est-à-dire que la famille, si chez toi il y a personne qui est dans l'entrepreneuriat, il y a des choses que tu pourras pas leur confier parce qu'en fait ils vont juste pas comprendre. Et du coup, je suppose que c'est pour ça que tu as décidé d'intégrer un ou des réseaux d'entrepreneurs pour parler la même langue. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me suis dit, comme je pars seule dans la création d'entreprise, j'ai comme besoin de trouver mes nouveaux collègues. Mm. Et en fait, moi, je partais du principe qu'un dirigeant isolé, c'est un dirigeant qui est en danger, quoi. Et je me suis appliqué les conseils que je donnais à d'autres de vraiment de pouvoir s'entourer, enfin, de bien travailler qui peut être les alliés, qui peut venir un peu soutenir le projet. Et c'est important dans l'environnement proche, familial, amical. Si on est en phase si certains qui vont nous écouter sont en phase de réflexion, il vaut mieux parler à des gens dont on sait qu'ils sont ouverts à l'entrepreneuriat plutôt qu'à des gens qui vont nous casser, quoi. Mm. Donc ça, c'est important de voir un peu qui sont les alliés, qui peuvent nous aider sur des compétences ou voilà. Et puis après, d'aller effectivement trouver des gens qui vont nous faire grandir dans là où on veut grandir. Et du coup, effectivement, en devenant entrepreneur, de s'entourer d'entrepreneurs qui ont vécu les mêmes difficultés, qui ont fait les mêmes erreurs, etc. À la fois, ça vient rassurer, puis ça permet d'offrir des solutions qui permettent de gagner du temps et du coup que ce soit plus confortable. Donc ça a vraiment été pour moi ça un sujet important. Et je trouve que c'est essentiel, quoi. Comment tu, comment tu vis l'entrepreneuriat? Quelles sont tes plus grandes joies et quelles sont tes plus grandes difficultés encore à ce jour? Moi j'adore l'entrepreneuriat. Là c'est comme une évidence et c'est vrai que la première année à la fois elle est passée comme un éclair parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans de maturité, quoi, que c'était voilà, un apprentissage. Et donc, c'est vrai que j'ai retrouvé une liberté de mouvement, ce qui me permet de revoir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, en fait, dans mes parcours antérieurs. Et ça, moi, c'est très plaisant. Ce qui m'a plu, c'est la confiance que certains m'ont accordée en me confiant des missions, en me soutenant, etc. Et puis de voir l'impact de l'accompagnement. Et là, j'ai encore moi, dans mes cadeaux bonus d'accompagnement, j'ai 1 à 2 rendez-vous de suivi post-accompagnement pour, du coup, voir être débloqué si jamais il y a besoin sur un sujet ou un autre.
Et quand je vois les retours de mes clients, je me sens utile. Moi, c'est une de mes grandes valeurs, la contribution, voilà, de pouvoir vraiment être utile. Et ça, c'est une grande satisfaction. Et c'est vrai que j'ai essayé aussi de décoder ce qui se passait pour moi dans mes journées d'accompagnement. Et je me sens, voilà, le soir avec plein d'énergie. J'ai pris du plaisir. Je me dis, mais je kiffe ma vie, quoi. Ça, c'est chouette voilà, de constater ça, que finalement, les choix qu'on a faits, qui étaient quand même enfin, moi, c'était un challenge, c'était un défi. Je me suis remise en question, j'ai pris des risques et tout. Mais de me dire, bah oui, voilà, c'était la bonne décision à ce stade de ma vie. Et de m'être écoutée, c'était bien, parce qu'aujourd'hui, je trouve que j'ai cette qualité de relation, j'ai ce sentiment d'être utile et je m'épanouis dans mon travail. Et c'était vraiment ce que je cherchais, quoi. J'étais en haut de la pyramide de Maslow et je voulais aller vraiment sur l'accomplissement. Et puis alors mes plus grandes difficultés, bah, je pense, c'est de trouver finalement c'est parfois de faire des choix. C'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé, hein, mais c'est vrai que des fois il y a des choix. Je trouve que le temps passe vite en fait. Et cette année, je me mets une grosse pression sur le fait de consolider l'entreprise. Et du coup, de me dire, alors, voilà, quelle stratégie j'adopte, qui est-ce que je prospecte. Alors, par exemple, moi, je suis sur les marchés publics. Et c'est vrai que répondre à un marché public, c'est beaucoup de temps et c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, je me dis, bon, voilà, est-ce que je revois ma stratégie d'approche de ce sujet-là? Quel dirigeant est-ce que je vais voir qui pourra avoir besoin de moi? Quelle stratégie de communication je mets en place? Avec l'enjeu du coup de réduire le délai. Et c'est vrai que quand on est seul dans son entreprise, c'est pas évident en fait de garder toujours finalement l'ensemble de l'éclairage qu'il est nécessaire d'avoir. Donc c'est voilà de prendre vraiment les bonnes décisions au bon moment. Voilà, donc ça je me dis que c'est encore des choses, mais bon, je pense que c'est au quotidien dans l'entrepreneuriat. Mm. Et puis après, moi, ce que j'ai fait comme erreur l'année dernière, c'était à des moments de prendre des. En fait, je me suis dit, il faut que je puisse confier finalement tout ce sur quoi je suis pas experte à des gens extérieurs et tout ça. Et j'ai fait des choix heureux, puis j'ai fait des choix malheureux. Du coup, et là maintenant, c'est vraiment de me dire comment je trouve les bons alliés, les bons partenaires qui vont vraiment, voilà, de recentrer mon temps sur de l'utilité pour l'entreprise, quoi. Mm. D'accord. Et là, une de tes clés, j'imagine, c'est aussi s'appuyer sur les réseaux pour savoir par qui ils sont passés pour des choses, peut-être plus que, par exemple, sur LinkedIn, on a plein d'offres de toute qualité et effectivement, des fois, on nous promet monts et merveilles et on aurait envie de dire oui. Mais sauf que si on n'a pas le filtre de quelqu'un qui peut nous en parler en vrai, effectivement, on peut se casser la figure, quoi. Est-ce Ouais, que... alors ce que j'essaye de faire maintenant, alors c'est l'inverse un peu de ce que je disais avant, mais c'est de prendre plus le temps. J'essaye de me faire plus confiance à moi, parce qu'il y a des choses finalement où je m'étais dit je vais pas pouvoir et du coup je confie. Et en fait non, j'aurais été capable. Et c'est vrai que le fait de confier, ben ça a un coût. Et puis Mm. c'est du temps. Et le fait de refaire derrière, ça détricote. Alors il y a des choses vraiment, je suis très contente d'avoir fait. Puis d'autres, donc j'essaie de plus analyser finalement là où je mets mes priorités. Donc c'est vraiment une définition de priorité. Mm. Et là où je peux faire moi, avec peut-être finalement un rendu qui sera un peu moins bon, mais finalement sur le rapport, le 20-80 de la loi de Pareto, enfin, Mm. c'est bien. Et d'être contente de ça. Et puis à quel moment j'ai vraiment besoin d'être accompagnée. Et puis là, par contre, de mettre le paquet, quoi. Donc c'est vraiment de plus, de pas me dire, faut que je sois parfaite sur tous les sujets parce que c'est impossible, mais de plus définir mes priorités et de te mettre mon temps, mon argent, mon énergie aux bons endroits. Mm. Et puis sur d'autres, peut-être de me dire, bah, je m'autorise à faire moi-même et ce sera peut-être très bien ou ce sera peut-être un chouïa moins bien, mais c'est bien déjà à ce stade. Voilà, donc c'est plutôt de clarifier ça. Mm. Finalement, ça rejoint beaucoup le principe de la PNL, comme tu as dit tout à l'heure, de viser l'excellence, de regarder ce qui marche le mieux, qui est le plus pertinent, et de se Ouais, l'adapter à soi. Donc, bravo, ouais, tu es ton propre laboratoire du divine. un peu. Euh, c'est déjà presque l'heure. Quelques dernières questions. Qu'est-ce qu'on te souhaite comme réussite d'ici 2 ans? Bah, d'ici 2 ans, écoute, si je suis dans mon prévisionnel, si j'ai voilà, si je continue avec des bons retours clients et que je suis bien identifiée comme étant quelqu'un de confiance qui peut venir débloquer des situations, et bah, ce serait chouette. Moi, j'aimerais bien, voilà, comme si je grandissais en tant qu'entrepreneur et que j'avais conforté l'entreprise. Donc ça, Super. Ben, écoute, je te le souhaite et tous les auditeurs te le souhaitent aussi. 2 dernières questions. Quel conseil, au pluriel ou au singulier, tu aurais aimé entendre avant de te lancer?
Et ben c'est, je pense ça, de définir les priorités, d'accepter de finalement sur des choses de faire un premier niveau, une version un peu proto, une version 1, et sur quel sujet il y a vraiment besoin d'un soutien pour du coup mettre toutes les chances de réussite. Donc c'est de clarifier un peu ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment utile pour comme baliser le chemin et que ce soit plus confortable en fait. Mm. Qu'est-ce qui t'aurait permis de pouvoir réaliser ça? Euh, Parce que là, c'est ton expérience Je qui te pense dit peut-être un maintenant. mentor ou quoi. Enfin, D'accord. d'avoir quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, qui a déjà vécu l'expérience et qui peut comme me donner des conseils un peu gratuits, tu vois, avec beaucoup de sans qu'il y ait d'enjeu en fait, tu vois, Il y a sans qu'il y ait d'enjeu il y a affectif. des business angels hein, qui font ça. Je ne sais pas sur Nantes, mais ça peut être, ça existe de toute Ouais. façon. Mm. Ok, super. Et dernière question, quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont en train de réfléchir à quitter le salariat pour entreprendre? Bah moi je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se dire où j'en suis, pourquoi je fais ça, Ok. de l'écrire. Parce qu'en fait, c'est super utile d'y revenir régulièrement quand on a le cycle, voilà, de l'entrepreneur, quand à un moment, et c'est comme une boussole, c'est de poser sa boussole, de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et pourquoi je le fais, de l'écrire, Mm. presque de faire même des images, je ne sais pas, mais de l'avoir à côté de soi sur les premières années de l'entrepreneuriat pour du coup garder le cap. Oui, il Parce y a qu'on peut une, vite se... ouais, il y a une citation ou un proverbe, je ne sais plus, qui tourne de temps en temps sur les réseaux sociaux et je la trouve très vraie et ça rejoint ce que tu dis. C'est si tu as envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. C'est exactement ça, Et exactement. c'est vrai que c'est revenir aux fondamentaux, comme tout à l'heure tu as parlé des fondations avec les gens que tu accompagnes, mais on en est les fondamentaux, il n'y a rien de plus vrai finalement pour avancer vraiment et de manière sécurisée et sereine. Ludivine, on va finir ton interview. Par quelle citation, mantra, image ou anecdote tu as envie de terminer? Et ben moi, je donnerais la citation de Jean-Paul Sartre qui dit «Nous sommes nos choix». Excellent. Et tu l'as C'est bien comment chacun démontré. est acteur de sa vie, de ses choix, et puis bah, garde un cap en fait. Voilà, nous Ouais, sommes nos choix. nous sommes nos choix. Super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant et inspirant. J'aurais eu encore 30 000 questions à te poser, mais déjà, je pense que ça répond à plein de questions. Donc, merci beaucoup, Ludivine. Merci à toi, Stéphanie. Je t'en prie. Et à tous ceux qui nous regardent, eh ben, je vous remercie de liker, de commenter, de poser des questions. Sous la vidéo, vous aurez les coordonnées de Ludivine et de sa société Evostra, si jamais vous avez besoin de travailler avec elle ou d'échanger sur d'autres choses. Et voilà, n'hésitez pas à partager aussi, car on ne sait jamais sur qui une vidéo peut tomber et peut-être changer la vie tout bêtement. Merci et à bientôt. Au revoir, Ludivine. Au revoir, Stéphanie. Au revoir.